Space, de retour sur la terre ferme. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire dédiée au secteur spatial. Alors, au programme de cette émission, votre séquence Le Collectu qui revient sur l'actualité de la semaine et elle est chargée cette semaine, vous le savez, avec d'abord l'annonce très attendue de la NASA qui a dévoilé les noms des 4 astronautes qui voyageront vers la Lune en 2024. Et puis une levée de fonds record pour la start-up européenne Isar Aerospace, alors même que Virgin Orbit déclare faillite et licencie ses salariés. Les rumeurs de fusion confirmées entre les opérateurs satellitaires SES et Intelsat, à ce stade toujours en discussion. Le changement de direction chez Ariane Group. Et puis on parlera de ce fameux rapport sur les capacités européennes de vol habité, tout juste publié par l'Agence spatiale européenne. Ce sera notre Collectu. En deuxième partie d'émission, c'est votre talk et là, on va embarquer ensemble direction Jupiter à quelques jours seulement du lancement de la mission JUICE. L'occasion pour nous d'éplucher les enjeux d'une telle mission d'exploration scientifique alors qu'il est de plus en plus difficile de justifier les financements du secteur spatial, parfois auprès du grand public. Alors pour comprendre ces enjeux, le responsable scientifique de la mission pour l'Agence spatiale européenne sera avec nous en direct. Un programme chargé, alors on démarre tout de suite, c'est parti. Direction la Lune, les visages des 4 astronautes qui embarqueront dans la prochaine mission Artemis 2 ont été dévoilés par la NASA ce lundi. 3 Américains, un Canadien décolleront vers la Lune en novembre 2024. Au commandement, Reed Wiseman, un Américain, avec lui Victor Glover et Christina Hamcock-Koch, qui ont, eux, déjà volé dans l'espace. À leur côté, Jeremy Hansen, le Canadien, dont ce sera le tout premier vol. Alors la mission, elle doit durer une dizaine de jours. Les 4 astronautes voyageront avec la fusée SLS de la NASA. Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à Lune sans y atterrir depuis la dernière mission Apollo en 1972. Les 4 ont été d'ailleurs félicités lors d'un appel dimanche par le président Joe Biden, a fait savoir la Maison-Blanche. Autre actualité, changement de direction chez Ariane Group. On l'apprenait en fin de semaine dernière, André Hubert-Roussel, à la tête d'Ariane Group, est remercié. La conséquence directe du retard de 3 ans de la mise en service d'Ariane 6, assure la presse, mais officiellement aucune cause n'a été véritablement dévoilée. Mardi, cependant, le conseil d'administration a révélé le nom de son successeur. Il s'agit de Martin Sion. Jusqu'alors directeur de la section électronique et défense de Safran, il aura pour mission de mener évidemment à bien ce programme Ariane 6 qui doit envoyer une fusée européenne dans l'espace d'ici 2023. 152 millions d'euros, c'est la somme mirobolante levée par Isar Aerospace. Créée en 2018, la start-up ambitionne de construire un lanceur privé capable de mettre des satellites en orbite basse à 500 km précisément. Son modèle industriel fortement internalisé, sa capacité à produire vite et à bas coût, et ses tirs prévus depuis Kourou comme depuis la base spatiale d'Andoya en Norvège la positionne déjà et continue de qualifier cette position d'acteur redoutable du New Space. Autre actualité, justement pour se mesurer et peut-être à ces acteurs émergents, les opérateurs satellitaires SES et Intelsat se disent prêts à fusionner. Des rumeurs couraient, elles sont aujourd'hui confirmées. Les 2 opérateurs de satellites historiques sont en négociation en vue d'un possible rapprochement. Ils doivent faire face à la concurrence de ces nouvelles constellations de satellites opérées par des acteurs du New Space comme Starlink ou OneWeb. Selon l'agence Bloomberg, si l'opération se réalisait, elle donnerait naissance à un groupe valorisé à une dizaine de milliards de dollars. Un moyen de résister, justement, Virgin Orbit n'en a pas trouvé. L'opérateur de lancements spatiaux a annoncé la cessation de ses activités pour une durée indéterminée et le licenciement de la quasi-totalité de ses employés. Difficile de trouver des financements pour l'acteur spatial qui a choisi comme mode de lancement de ses fusées un avion porteur. L'année avait déjà très mal commencé pour Virgin Orbit, il faut le dire, qui n'avait pas réussi à envoyer en orbite ce qui aurait dû être le tout premier lancement depuis le sol britannique en partenariat avec l'agence spatiale britannique.
Dernière actualité, c'est celle de votre Colactu, toujours sur les lanceurs, au cœur de cette actualité, puisque l'Agence spatiale européenne a publié fin de semaine dernière le rapport Révolution Space, sur lequel travaillent des experts indépendants depuis déjà plus d'1 an. Les conclusions de ce rapport sont claires. Pour tenir sa position de puissance spatiale et fédérer les acteurs industriels comme le public, l'Europe doit se munir d'ici à 2030 d'un accès à l'espace complet, y compris d'une capsule habitée. François Leproux, ingénieur en mécanique spatiale et auteur notamment du livre Une ambition en héritage, qui portait sur ce sujet de vol habité, avec à l'époque le projet Hermès, qui n'a jamais abouti, est avec nous en direct pour commenter cette actualité. François Leproux, bonjour. Alors d'abord, ce rapport, ce n'est pas une surprise pour les acteurs du spatial. Il était attendu, mais est-ce que ces conclusions sont à la hauteur des attentes ? Bonjour. Alors effectivement, ce rapport, il était attendu depuis plus d'1 an, après le sommet spatial de Toulouse. On s'attendait à l'époque à ce qu'il y ait une annonce sur le vol habité européen, d'autant plus que la France, qui portait ce projet, était en position de force avec la présidence française à l'Union européenne. Mais une autre voie a été choisie, c'est-à-dire de justifier quelque part le vol habité européen par un rapport qui serait établi par des gens qui ne sont pas issus du secteur spatial. On le sait, le vol habité, c'est quelque chose qui est réclamé par les dirigeants des grandes agences spatiales et des grands industriels, aussi bien l'ESA, le CNES qu'Ariane Group. Et ce rapport visait davantage à fournir une justification auprès des politiques. Alors, les conclusions, vous l'avez dit, elles sont assez claires. Pour maintenir son rang, l'Europe doit développer une stratégie spatiale beaucoup plus ambitieuse et indépendante dans le domaine de l'accès à l'espace, aussi bien des lanceurs de satellites que des vols habités, dans le domaine des télécommunications, des missions d'exploration, là encore robotique comme humaine, etc. Donc ces conclusions, elles sont cohérentes avec des attentes, notamment des industriels, alors que depuis 2 ans, on voit bien l'Europe spatiale est dans une phase très difficile, avec des retards concernant les lanceurs, mais également des annulations de missions comme ExoMars. On pourrait même dire que le rapport est parfois trop ambitieux, en proposant notamment une mission lunaire européenne habitée. Mais comme le dit l'adage, il faut parfois savoir viser la Lune pour accéder aux étoiles. Alors justement, vous devancez ma prochaine question. On parle d'un rapport, on parle d'un constat. Le besoin urgent de se doter de capacités souveraines de vol habité. Vous parlez, déjà des premiers jalons qui sont posés dans ce rapport, ce qui veut dire que l'Agence spatiale européenne serait proactive sur ce sujet-là ? Oui, alors en fait, ce rapport, il ne définit pas vraiment des propositions, mais davantage des grandes lignes directrices. Les experts ne sont pas issus du milieu, ils proposent des grandes lignes directrices, transformer l'écosystème spatial européen en réformant des processus comme le retour géographique, qui sont jugés trop lourds et peu compétitifs, privilégier des coopérations avec le secteur privé en s'inspirant davantage de la NASA, augmenter les investissements publics, etc. D'après ce rapport, ces lignes doivent être tracées dès aujourd'hui pour converger vers des grands objectifs pour 2030, la maîtrise du vol habité, une mission européenne vers la Lune, mais également imposer les entreprises européennes sur le marché spatial mondial à hauteur d'1/3 en affirmant l'Europe comme un leader. En fait, en filigrane, on peut voir que ce rapport, ce sont les ambitions de l'Agence spatiale européenne qui sont formulées autrement, et l'objectif, c'est quelque part de faire pression sur les États membres qui financent l'agence afin de donner à l'agence les moyens nécessaires pour réaliser ses ambitions. C'est vrai qu'il faut le préciser. Alors, ce rapport, il ne traduit pas directement la volonté collective de l'Agence spatiale européenne, mais plutôt l'analyse d'acteurs indépendants. C'est-à-dire que, est-ce que dans ce rapport, on trouve finalement une confirmation de l'Agence spatiale européenne ? Dans quelle mesure cela représente son engagement à elle ? Alors, ce n'est pas directement l'engagement de l'Agence spatiale européenne, mais ce rapport, dès sa publication, était largement relayé, alors d'une part par, les plus hauts dirigeants de l'Agence spatiale européenne, notamment son directeur général, Joseph H. Bacher, qui, on le voit depuis 2 ans, s'est affirmé comme le champion de l'idée du vol spatial habité européen, mais également par la nouvelle promotion des astronautes européens tels que Sophie Adno.
évidemment essentiellement ce qui concerne le volet du vol habité de ce rapport. Quelque part, l'objectif de ce rapport, c'est de marteler le souhait qui a été affiché par le directeur général de l'ESA il y a plus d'1 an, mais également par le président du CNES. Alors, ce qu'il faut également rappeler, c'est que quand ce rapport a été commandé, c'était en février 2022, le contexte était assez différent d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était juste avant la guerre en Ukraine, c'était avant la crise énergétique, c'était avant l'inflation, c'était au temps des vaches grasses promises par les plans de relance européens. Donc il est vrai que le contexte était différent et permettait davantage de rêver à des auditions aussi importantes. Quelle a été la réaction du secteur globalement après la révélation de ce rapport ces derniers jours ? Alors un certain nombre d'acteurs ont pu relayer ce rapport car il était cohérent avec leurs conclusions. Alors comme je l'ai dit, c'est le cas par exemple des dirigeants de l'ESA, du CNES, de la nouvelle promotion des astronautes. Oui, mais au-delà des acteurs institutionnels. Tout à fait. On pouvait s'attendre à une réaction plus importante des industriels, notamment d'Ariane Group, qui depuis septembre, quelque part, mène l'idée d'un projet de vol habité européen avec son concept de navette spatiale SUSI. Cependant, comme vous l'avez rappelé avec les actualités, depuis une semaine, Ariane Group est dans une transition avec un changement de direction. Et on le voit bien, Ariane Group va devoir se focaliser dans les prochains mois davantage sur la mise en service d'Ariane 6 que sur l'idée du vol habité. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu autant de réactions que l'on pouvait espérer. Merci beaucoup François Leproux d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet d'actualité. Nous en reparlerons dans cette émission. Évidemment, la question du vol habité européen est cruciale pour le développement du secteur spatial. On enchaîne cependant avec notre Space Talk direction Jupiter. C'est parti. Conçue pour explorer Jupiter et ses lunes, la sonde JUICE va décoller du centre spatial guyanais à bord d'Ariane 5 le 13 avril prochain. Une mission d'exploration scientifique hors norme, démarrée il y a déjà 15 ans et qui s'achèvera autour de 2037. Le projet d'une vie peut être celle d'Olivier Huitas, responsable scientifique de la mission JUICE pour l'Agence spatiale européenne, qui est avec nous à distance aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour, merci. Bienvenue dans Smart Space. Quel est votre rôle précisément? Quel est le rôle de responsable scientifique sur une telle mission? Mon rôle, c'est d'être le point de contact à l'Agence spatiale européenne pour tout ce qui a trait à la science de la mission. Donc le rôle change en fonction de la phase du projet. Là, on était en phase de développement, on passe en phase de croisière. Mais pour résumer, je coordonne les activités des équipes scientifiques pour avoir la meilleure moisson scientifique, les données, les images en 2031. Vous étiez déjà à l'origine du projet qui était a priori en 2007 ? Non, alors je suis arrivé au projet au début de la phase de développement en 2015. Donc c'était avant moi, il y avait 2 collègues qui étudiaient le projet entre 2007 et 2014. Donc des fois, on se passe la main sur ce genre de projet à long terme. C'est quoi l'objectif du projet, l'objectif de la mission JUICE ? Alors JUICE, en anglais, ça veut dire Jupiter Icy Moon Explorer. Donc ça veut dire qu'on va étudier Jupiter et les lunes glacées de cette planète qui sont Europe, Callisto et Ganymède. Et la grande question, c'est de savoir si dans ces lunes, autour d'une planète géante comme Jupiter, il peut y avoir des environnements qu'on appelle habitables, c'est-à-dire propices à l'apparition de la vie. Et pour étudier cette grande question, on va surtout explorer les océans d'eau liquide qui sont à l'intérieur de ces lunes. Je pense que c'est assez fascinant de penser à ce qu'il y a plus d'eau liquide à l'intérieur des lunes glacées de Jupiter que sur notre propre Terre. Et donc on va essayer d'en savoir plus. Où sont ces océans? Combien il y a d'eau? Quelles sont leurs compositions? Etc. Et pour répondre aussi à cette question d'habitabilité ou d'environnement habitable, on va aussi étudier Jupiter dans sa globalité. Donc l'atmosphère de Jupiter, son champ magnétique, les autres lunes comme la lune Io qui est volcanique, les anneaux de poussière, et savoir comment tous ces corps interagissent entre eux. Et il y a aussi le lien avec les exoplanètes, parce que étudier Jupiter, c'est un petit système solaire qui peut nous donner plein d'informations déjà sur notre propre système solaire,
comment il s'est formé, comment il évolue, et la même question pour les systèmes extrasolaires. Donc vous voyez que c'est une grosse mission. Alors, plusieurs questions sur ce sujet qui est quand même assez passionnant. Aller chercher la possibilité de la formation de la vie ailleurs. Je pensais que Jupiter n'était pas dans la zone habitable de notre système solaire. Oui, alors le concept de zone habitable évolue avec le temps. Alors il y a l'effet de la distance au Soleil, les conditions d'illumination pour avoir la bonne température en fonction de la distance au Soleil. Donc la Terre est dans ce qu'on appelle la zone habitable par définition. Et donc on regarde ça aussi pour d'autres systèmes extrasolaires. Mais depuis la découverte d'océans d'eau liquide à l'intérieur de lunes glacées, pas non seulement autour de Jupiter, mais aussi autour de Saturne, et c'est aussi peut-être le cas autour des autres planètes géantes comme Uranus et Neptune, on s'est rendu compte qu'il peut y avoir des endroits qui ne sont pas dans la zone habituelle qu'on avait l'habitude de penser. Donc, il y a la zone habituelle habitable en fonction de la distance au Soleil, mais il y a aussi, et c'est ce qu'on va étudier avec JUICE, des zones habitables à l'intérieur des lunes de glace autour des planètes géantes. Et alors ces lunes, quelle taille elles font par rapport à la Terre, puisqu'on la compare, il y a plus d'eau sur ces lunes que sur la Terre, ce qui nous paraît assez dingue. En fait, donc, les 3 lunes qui nous intéressent, c'est Europe, Ganymède et Callisto. Il faut savoir que Ganymède et Callisto, c'est les plus grosses lunes du système solaire. Elles sont plus grandes que la planète Mercure, par exemple. Par rapport à la Terre, elles sont à peu près 2 fois plus petites. Donc c'est quand même des gros, c'est vraiment très grosses lunes, c'est vraiment des gros corps. Et Ganymède, c'est vraiment quelque chose d'unique parce que c'est aussi la seule lune dans le système solaire qui génère son propre champ magnétique. Et ça, c'est vraiment rare. Quand on pense à des corps rocheux, comme les planètes terrestres, il n'y a que 3 corps qui ont un champ magnétique interne. Il y a la Terre, et on est bien content d'avoir notre propre champ magnétique. Il y a la planète Mercure et il y a Ganymède. Donc ça fait une lune vraiment très particulière, donc la plus grosse lune du système solaire, un champ magnétique interne, de l'eau liquide, peut-être l'endroit du système solaire où il y a le plus d'eau liquide. Et pour nous, cette lune, ça va être la cible la plus importante de la mission. Qu'est-ce qu'on espère trouver précisément ? Déjà, où sont ces océans d'eau liquide ? Parce qu'on les a détectés de manière indirecte avec des missions précédentes, notamment la mission Galileo de la NASA au début des années 2000. Mais où sont ces océans précisément ? À combien de kilomètres sous la surface ? On pense que dans le cas de Ganymède, c'est plutôt à plus de 100 km de profondeur. Dans le cas d'Europe, c'est peut-être moins profond. Et quelle est la profondeur de ces océans ? Est-ce qu'ils font 50 km de profondeur, 100 km ? Et quelle est leur composition ? On pense qu'il y a beaucoup d'eau salée dans ces océans, mais quelle est la teneur en sel ? Et toutes ces informations vont être intéressantes pour savoir est-ce qu'il y a des endroits habitables à l'intérieur de ces lunes. Alors, avec quelle techno on va là-bas ? Comment on fait pour aller faire un si long voyage ? Déjà, le satellite JUICE, c'est un énorme satellite, il fait 6 tonnes. Donc c'est un satellite assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de challenges associés à cette mission. Le premier, c'est qu'on est loin du Soleil et donc il faut avoir de la puissance pour opérer le satellite et ses instruments. Et donc, si vous regardez les photos de JUICE sur Internet, vous voyez, il y a des panneaux solaires énormes de 85 mètres carrés en forme de croix. Donc ça, c'était le premier challenge, c'est d'envoyer un satellite avec des panneaux solaires énormes. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est thermique, parce que quand on est autour de Jupiter, il fait froid, moins de 100 degrés. Mais par contre, pour aller vers Jupiter, il faut passer par Vénus. C'est un petit peu compliqué. C'est pas la ligne droite entre la Terre et Jupiter. Et donc Vénus, c'est un environnement chaud. Donc il faut construire un satellite qui doit fonctionner dans le froid, mais qui doit passer dans le chaud pendant une petite partie de sa croisière. Après, au niveau des instruments, c'est des instruments les plus sophistiqués qui existent. Donc ça a été assez compliqué à développer. Il y a beaucoup d'antennes. La France, a joué un rôle là-dessus. Comment ? La France a joué un rôle dans ces... Alors la France a un rôle très important, comme beaucoup de pays européens, mais la France est responsable d'un instrument et a contribué à 5 autres instruments. Et le consortium industriel est géré par la science, par Airbus à Toulouse. Alors, combien ça coûte une telle mission ? Alors, pour l'Agence spatiale européenne, le coût est de 1 milliard. Donc, c'est à peu près sur 20 ans. Si on rajoute les contributions instrumentales et les partenaires, on arrive à 1,6 milliard. Voilà. C'est la première fois qu'on alloue un tel budget à une mission d'exploration scientifique ?
Non, parce qu'en fait, à l'Agence spatiale européenne, dans le programme scientifique, on a plusieurs types de missions. Les petites missions, les missions moyennes et les missions qu'on appelle larges, importantes. Et 1 milliard, c'est le budget des missions larges. Donc les prochaines missions, il y a une mission pour étudier les ondes gravitationnelles qui s'appelle LISA. Ensuite, il y a une mission rayons X qui s'appelle Athéna. Donc c'est à peu près le même genre de budget. Donc on ne les fait pas tous les ans, bien évidemment. C'est des missions qui s'étalent sur 20 ans. Mais c'est typiquement le budget d'une grande mission, comme Rosetta aussi, par exemple, il y a quelques années. Alors, vous n'en êtes pas vous-même à votre premier projet scientifique d'envergure. Vous avez successivement occupé le poste de projet scientist pour Eugene, pour Venus Express, pour Mars Express, pour Chandrayaan, pour ExoMars. Ça fait quand même une belle collection de projets. Ma question, c'est est-ce que au fur et à mesure de l'avancement de ces projets, donc au fur et à mesure des années qui passent, c'est plus difficile de promouvoir ce genre de projet, notamment auprès des acteurs de l'Agence spatiale européenne qui doivent voter les budgets? Alors en fait, oui et non. Il faut toujours quand même justifier qu'on fasse du bon travail pour avoir les budgets nécessaires. Mais dans le programme scientifique de l'ESA, on a une place un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on est un programme obligatoire. Donc, à chaque fois qu'on rencontre les ministères européens pour discuter des budgets, on a toujours une part minimum qui est allouée au programme scientifique. Donc, on n'a pas des budgets non plus énormes comparés aux autres activités comme les lanceurs ou l'observation de la Terre. C'est des budgets plus petits, mais on est sûr d'avoir un petit budget. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas justifier. Il faut toujours montrer qu'on fasse des beaux projets comme JUICE ou les autres projets dont vous avez mentionné, ou Rosetta, ou les missions d'exploration des exoplanètes, etc. Il faut quand même montrer qu'on fait du bon travail. Mais pour le moment, on est toujours assuré d'avoir un budget minimal. Alors, pour avoir le budget, ok, mais est-ce que c'est facile de convaincre aujourd'hui l'intérêt du spatial, de la recherche précisément, qui peut-être est moins impressionnante que d'envoyer des grandes fusées avec des hommes à l'intérieur auprès du grand public? Ça fait partie de votre rôle d'ailleurs, de promouvoir l'intérêt de ces recherches. Il y a du travail à faire. C'est vrai que c'est pas facile pourquoi on fait des missions d'exploration. Donc en fait, on a un devoir de répondre à la communauté scientifique. Donc la communauté scientifique nous demande de faire des missions de ce type et on essaie de développer les meilleures missions. Donc au niveau des scientifiques, je pense qu'ils sont contents de ce qu'on leur donne, notamment la mission. Il faut peut-être le rappeler, j'en profite, parce que les conséquences pour la recherche ici sur Terre sont énormes en fait. Ouais. Donc je pense qu'au niveau des scientifiques, on arrive à convaincre. Au niveau du grand public, quand on fait des présentations, qu'on explique ce qu'on fait, je pense que les gens trouvent ce qu'on fait, c'est exceptionnel aussi. Mais peut-être qu'on n'en fait pas assez. Là, il faudra peut-être faire plus d'efforts au niveau communication. Là, je pense que c'est important. Parce que quand on parle de la mission de JUICE, les gens, ça les fait rêver. Étudier les océans d'eau liquide à l'intérieur des lunes de glace de Jupiter, c'est quand même assez fascinant. Et après, pour convaincre les politiques, c'est pas non plus facile, parce que quels sont les enjeux auprès des politiques d'ailleurs? Comment? Quels sont les enjeux auprès des politiques? Vous parlez des politiques. Les politiques, il faut qu'ils puissent être convaincus de pourquoi on donne de l'argent dans ces missions d'exploration. Donc, en fait, ça fait vivre l'industrie spatiale européenne, comme Airbus, qui sont aussi dans d'autres projets peut-être plus faciles à convaincre pour les politiques. Mais quand on donne 500 millions de contrats industriels au consortium européen pour développer JUICE, ça devrait aussi ravir les politiques, puisque ça fait marcher l'industrie européenne. Et avec les missions d'exploration, on pousse aussi les technologies, les panneaux solaires, les propretés électromagnétiques des satellites, la navigation autonome. Donc il y a pas mal de choses qui après peuvent avoir des retombées sur d'autres projets plus proches de la Terre. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il est difficile de quantifier ce ruissellement technologique et économique en réalité. Non, ça c'est vrai. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'efforts pour essayer de quantifier le retour industriel, comment ça peut être utile à la vie de tous les jours. On essaye de mieux expliquer ce que l'on fait, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Alors, décollage le 13 avril prochain, précisément à quelle heure? 14h? Alors, 14h15, voilà. Donc, c'est 13 avril, 14h15, 13, 14, 15 et 1 seconde. Quelles vont être les étapes du lancement? Alors, la première étape, ce sera sûrement la plus critique, puisque pendant 30 minutes,
Donc le lanceur Ariane 5 va décoller et envoyer JUICE dans l'espace. Donc au bout de 30 minutes, il y aura la séparation entre le lanceur et le satellite. Et ensuite, la première étape qui va durer à peu près 1 heure, c'est de prendre le contrôle du satellite et de déployer les gros panneaux solaires, comme je disais, qui font 85 mètres carrés. Et donc au bout d'1 heure, normalement, on aura les panneaux solaires déployés, le contrôle du satellite, donc on pourra dire à ce moment-là qu'on a la mission sous contrôle. Et ensuite, ce sera le début d'une grande journée vers Jupiter qui va durer 8 ans, avec 4 orbites autour du Soleil et plusieurs survols de la Terre et de Vénus pour acquérir plus de vitesse et pour rejoindre Jupiter en 2031. Il va falloir être extrêmement patient pour découvrir ces résultats, puisqu'après, il y a l'étape de l'analyse des résultats aussi, qui va se faire quoi, simultanément? Alors ensuite, déjà pendant la phase de croisière, donc les 8 prochaines années, on va travailler d'arrache-pied pour préparer toutes les séquences d'observation. Et les 4 ans de mission vont être vraiment compliqués parce qu'il y a des survols des lunes, il y a 35 survols, il y a une insertion en orbite autour de Jupiter, une insertion en orbite autour de la lune Ganymède. Donc c'est assez compliqué au niveau trajectoire. Et ça va bien nous prendre 8 ans pour bien préparer la séquence d'observation. Quand on y sera en 2031 jusqu'en 2035, on va faire le plan d'observation, on va envoyer les télécommandes pour prendre les images, on va récupérer les données, analyser les données, publier les résultats, promouvoir la mission, on espère avoir des superbes images et de beaux résultats, et préparer l'archivage pour que, quand la mission sera finie, les générations de scientifiques pendant 20, 30 ans puissent avoir accès aux données, faire la science, et que tout le monde, le public, puisse aussi accéder aux données, les images. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire jusqu'en 2037-2038. Merci beaucoup Olivier Huita. Je rappelle que vous êtes le responsable scientifique de la mission JUICE pour l'Agence spatiale européenne qui décolle le 13 avril prochain. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Smart Space. Somme toute très intéressante en direction de Jupiter. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart. Bon week-end.